Aujourd'hui, à Manuel d'Histoire, je vous partage un entretien que j'ai eu la chance d'avoir avec Jonathan Saint-Pierre, alias Joe le Prof, qui est bien connu sur les réseaux sociaux. Je dois dire que j'ai eu bien de la chance d'obtenir un moment de discussion avec lui, considérant qu'il est bien occupé ces temps-ci. Cet épisode est une autre occasion de vous parler des podcasts proposés par Balado Pédago, auquel Manuel d'Histoire est lié. Je vous propose aujourd'hui l'offre de mon collègue Joel McLean, créateur du Balado Inspire Leadership. Bonjour tout le monde, je m'appelle Joel McLean et je suis coach formateur et conférencier chez Inspire Leadership Coaching. Êtes-vous à la recherche d'une source d'inspiration pour stimuler votre croissance comme leader? Si oui, bien je vous invite à découvrir Inspire Leadership Podcast. Dans chaque épisode, nous plongerons au cœur des expériences, des défis et des succès de leaders accomplis. Découvrez comment ils ont exercé une influence positive, créé un impact significatif et trouvé le courage de passer à l'action. Abonnez-vous donc à Inspire Leadership Podcast en visitant inspireleadership.ca. Un podcast inspirant, animé avec brio par le sympathique Joel McLean. Jonathan Saint-Pierre, c'est un enseignant d'univers social qui a une grande tribune. Je désirais m'entretenir avec lui depuis quelques mois sur un élément bien précis, la posture de neutralité avec les jeunes au secondaire en univers social. Les enjeux mondiaux actuels apportent bien des défis lorsqu'on discute avec les adolescents en classe. Les sujets sont polarisants. Ils suscitent parfois de l'inquiétude autant chez les jeunes que chez les enseignants. Le trumpisme, la guerre économique, les tensions mondiales, l'avortement, le masculinisme en montée chez nos jeunes garçons sont autant de risques ou peut-être d'opportunités lorsqu'on aborde le tout en classe. J'aborde également avec Jonathan son parcours et son approche pédagogique. Bonne écoute. Salut Jonathan, ça va bien? Salut, ça va très bien toi? Ça va très, très bien. Écoute, d'abord, j'aimerais ça te remercier pour te prêter à l'exercice une petite question qu'on y reviendra un petit peu plus tard parce que c'est un gros enjeu. On vit des choses particulières actuellement au niveau mondial et c'est ça. Je voulais aborder ça. On va l'aborder tout à l'heure. Mais c'est ça, je voulais d'emblée te remercier parce que tu es un gars très occupé et je suis conscient de ça. Alors, merci beaucoup. Ah non, mais ça me fait plaisir. Puis pour vrai, moi, quand je suis capable de me libérer, c'est ça, je suis un gars occupé, mais je suis un gars qui aime faire ce genre de trucs-là. J'aime justement avoir des discussions avec des collègues, surtout quand les sujets sont intéressants, puis surtout parler d'histoire. Tu sais, on est tous des passionnés. Si on l'enseigne, c'est que ça nous passionne, donc ça vient nous chercher quand le sujet, justement, il est aussi pertinent. Fait que non, ça me fait vraiment plaisir, puis j'ai vraiment hâte de voir vers où cette discussion-là va nous amener. Absolument. Donc, c'est ça. J'aimerais ça qu'on regarde ensemble, en fait, parce que c'est un podcast qui est lié. D'ailleurs, en passant, tu as déjà participé à quelque chose avec Balado Pédago avec Monsieur Frédéric Jean dans le passé, qui est le cancre pédagogue. Oui. Alors, ça fait quand même assez longtemps là, que moi et Fred, on a fait ça. Je pense que c'était pendant la pandémie, fait que ça nous rappelle. Oui, je pense que c'était même avant Balado Pédago. Mais en tout cas, on reste dans le même sujet, avec d'autres enjeux, bien sûr. Donc, j'aimerais ça regarder avec toi d'abord, qui es-tu? Parce que tout le monde, pas tout le monde, mais je veux dire, une grosse partie, tu as quand même un auditoire assez immense. Puis, je veux dire, Jonathan le prof, c'est qui? Donc, j'aimerais ça t'entendre un peu sur ton parcours, toi, professionnel. Mais moi, à la base, je devais être tout sauf un prof. Prof était littéralement mon dernier choix de cours. Quand j'étais au secondaire, je me disais, je vais faire n'importe quoi, mais c'est sûr que je finirai pas prof parce que je regardais mes profs puis je me disais, non, ça doit tellement être une job tough, ça a l'air ingrat comme job, je me rendais compte à quel point ça avait déjà l'air difficile quand je les regardais aller, puis je me disais, alors c'est sûr que je m'embarque jamais là-dedans. Moi, à la base, je vais m'en aller faire du journalisme. Fait que c'est peut-être un peu pour ça que présentement, je fais beaucoup de partage d'actualité. C'est un truc qui m'a toujours intéressé. Je me voyais être un Pierre Bruno éventuellement, faire le bulletin de nouvelles et autres. C'était vraiment ce que je m'étais imaginé. Puis la vie a fait que finalement, c'est pas ce qui est arrivé. J'ai été refusé dans les différents programmes justement par rapport au journalisme. Puis je me suis décidé finalement à faire sciences humaines, pas de maths, comme plusieurs probablement qui savent pas quoi faire dans la vie l'ont fait. Je l'ai tiré sur 3 ans et demi au lieu de 2 parce que quand j'étais intéressé par les cours, mais j'avais comme pas de but après. Je me disais pourquoi je me force si je sais pas où je m'en vais avec ça. Puis après ça, j'étais allé sur le marché du travail parce que je voulais justement me trouver me trouver dans le fond dans la vie. Puis après 1 an et demi à travailler dans un entrepôt pour une épicerie, je me suis dit non, c'est sûr que c'est pas pour moi. Je veux pas gaspiller les années de ma vie à faire ça. Fait que je suis retourné à l'université. Puis comme je suis en Abitibi, je suis à Rouyn-Noranda, le programme de l'université ici est quand même assez limité. Donc
La seule chose qui m'intéressait, c'était le bac en enseignement de l'histoire. Puis encore là, j'étais dans le déni parce que je me disais, je vais aller faire un bac d'enseignement de l'histoire parce que c'est de l'histoire. J'irai pas enseigner nécessairement. Tu sais, j'étais encore dans l'idée que je vais juste aller étudier pour étudier. Tu sais, je vais aller me chercher des prêts et bourses, puis je vais vivre la vie d'étudiant, puis on verra où ça nous mène. Puis c'est quand j'ai fait mon premier stage que j'ai fait « Oh, là, j'ai pogné quelque chose. » Puis j'ai compris que finalement, c'était probablement destiné depuis le début, mais je voulais juste pas me le faire croire ou je voulais juste pas me l'avouer. Mais quand je suis embarqué, tu sais, pour la première fois devant un groupe, puis j'ai commencé à donner un cours, j'ai fait « Oh wow, c'est ça le feeling. » Puis depuis ce temps-là, j'ai jamais décroché. Excellent. Ben, c'est un peu comme un travail d'artiste, c'est un peu comme un travail de faire son show. Hein? Je pense que tu es musicien, toi aussi. Hein? J'ai fait de la musique là, très, très longtemps, dans une autre vie, comme j'aime le dire aux jeunes. Là, c'était justement pendant ces années-là un peu plus folles. J'ai fait un peu de musique, mais la réalité nous rattrape, l'âge, les hypothèques, les enfants et autres. Ça fait qu'éventuellement, il faut que tu aies des choix. Puis c'est un peu pour ça aussi que je me suis lancé sur les trucs, sur les réseaux sociaux. J'avais besoin d'une nouvelle passion, parce que quand la musique s'est arrêtée, j'ai vécu quand même assez difficile. C'était un projet justement auquel je croyais beaucoup. Puis là, j'avais l'impression qu'il y avait un vide. Et avec justement ce que je fais avec Joe le prof, j'ai l'impression que c'est venu combler une partie de ce vide-là. Puis ça me permet même d'aller plus loin parce que faire de la musique, c'est avec d'autres gens. Et même si j'adorais mes musiciens, on est plusieurs têtes à penser. Donc, des fois, les choses vont pas nécessairement comme tu le veux, avancent pas à la vitesse que tu le veux. Donc, en étant 100%, je veux dire, tout seul et autonome, ça me permet justement de faire plus de choses et d'être plus en contrôle de la situation en même temps. Fait qu'il y a un artiste en toi, là, j'ai l'impression, qui veut s'exprimer, puis c'est ce que j'ai l'impression de sentir. Moi-même, je fais de la musique, là, je suis pas comme toi peut-être, mais il y a ce côté-là pour moi qui est bien important aussi de m'exprimer. Fait que j'ai l'impression que... On est tous en tant que prof des showman, on donne un spectacle à tous les jours, 4 fois par jour, si t'as 4 périodes, parce que c'est littéralement ça, on donne... Je dis aux jeunes, je donne un monologue à chaque jour parce que je suis devant 30 élèves, vous êtes mon public, vous êtes obligés d'être là, fait que vous riez ou non aux blagues, c'est pas grave, vous êtes obligés d'être là quand même. Mais c'est un peu ça, et je pense que c'est aussi ça que ça prend. Ça prend quelqu'un qui est à l'aise devant un public, ça prend des gens qui sont à l'aise devant une foule et qui sont prêts à faire ça encore et encore, parce que j'en connais malheureusement qui seraient d'excellents enseignants s'ils n'avaient pas enseigné. T'sais, ils ont toutes les qualités d'un bon prof, ils planifient bien, sont capables d'évaluer comme il faut, sont capables de faire tout. Mais le relationnel avec les jeunes, c'est là où c'est plus difficile. Et moi, je trouve qu'à la base, c'est le plus important. Si t'es pas à l'aise dans une classe, c'est le premier red flag. T'es pas censé être dans une classe si tu te sens pas comme si t'étais chez toi, dans ta zone de contrôle, dans ta zone de confort, sur ton X, comme on dit. Fait que moi, je pense que c'est un peu ça. On est des showman avec un public obligatoire. Oui, c'est vrai. Ils n'ont pas tout le goût d'être là. Mais c'est ça, justement. Il faut être bon pour, justement, essayer de les garder, puis de les garder là, le plus accrochés possible. Alors, ben écoute, soyons fous. Exactement. Ça coûte rien d'être nous-mêmes puis de lâcher notre fou. Le pire qui va arriver, c'est qu'ils vont se rappeler de vous dans 10 ans d'une niaiserie que vous avez fait, mais vous allez les avoir marqués quand même. Puis c'est un peu ça qu'on se rend pas compte. On se rend pas compte de l'impact qu'on a tant qu'on les recroise pas 10-15 ans plus tard, puis ils nous disent, tu te rappelles d'une anecdote obscure que même toi, t'as une espèce de t'es pas trop sûr, mais que regarde, si toi tu t'en rappelles, ça veut dire que c'était efficace finalement comme méthode d'enseignement. Tant mieux, exactement. Tu t'es sûrement fait dire que tu n'auras pas de job en univers social ou quoi que ce soit. Moi, je me suis fait dire ça, mais je ne sais pas si toi, tu as vécu un peu cette... Ça a été la même chose. Moi, j'ai été à contrat pendant près de 10 ans, donc à pas savoir où je m'en vais. Puis, tu sais, à Rouyn-Noranda, il y a 2 écoles secondaires, donc c'est l'alternance entre les deux. Des fois, c'est des contrats à 100%, à 25, à 75. C'était jamais la même chose. Puis j'avais l'impression encore, comme tantôt, que je perdais mon temps. Fait que j'allais faire une maîtrise en éducation. Moi, je suis allé me chercher justement un petit perfectionnement de plus parce que je voulais superviser des stages à l'université. Je voulais donner des charges de cours. Fait que je suis allé faire une maîtrise sur les profs qui lâchent l'enseignement. C'est quand même assez concept. C'était pas mal ta thèse, dans le fond? Oui, exactement. Dans le fond, c'est les étapes qui font qu'un prof lâche ou qu'un prof va rester. Que dans le fond, j'avais déterminé qu'il y avait comme 3 étapes. Entre 0 et 3 ans, c'est la phase exploratoire un peu. Tu es encore nouveau, tu découvres. Entre 3 et 6 environ, c'est la phase de frustration. Tu as l'impression justement là, que tu es en train de plafonner. Là, t'attends justement, à l'époque, c'était, il n'y avait pas de permanence, il n'y avait pas de poste. Qu'est-ce que tu fais avec ta vie? Puis si tu pensais les 6 premières années, c'est une genre de résignation, acceptation qui dit, mais regarde, j'en ai déjà 6 de fait, ça va finir par arriver, puis éventuellement, les gens vont finir par continuer. Donc, c'est surtout entre le 3 et le 6, 3 et 6 ans qu'on se rendait compte que les profs
quittaient le plus, mais que si tu passais le stade de 6 ans, habituellement, la majorité continuait là, pour un bon bout de carrière. Fait que OK, c'était vraiment, c'est en gros, intéressant. c'était ça ma thèse. Ouais, j'ai vraiment aimé le travail de recherche, mais pas assez pour faire un doctorat. Il y a des gens qui me le demandaient, mon Hey! directeur de maîtrise me poussait à faire un doctorat, puis non, ça m'intéressait pas finalement. J'ai aimé le Ouais. faire, mais j'ai pas assez aimé pour me lancer à être première là-dedans. Et surtout, j'ai trouvé que l'université, c'était pas pour moi le niveau, je vais dire, organisationnel. Les départements d'éducation, c'est un monde complètement différent que je trouve Mhm. un peu déconnecté de la réalité, pour pas dire beaucoup. C'est souvent des gens qui sont très, très intelligents, qui ont d'excellentes connaissances, mais qui ont aucune idée de la pédagogie. Ils ont jamais enseigné dans une classe au secondaire, ils sont littéralement dans leurs livres, dans leurs travaux, et c'est parfait. Mais j'ai l'impression Ouais. qu'il leur manque un contact avec la réalité, et j'ai eu beaucoup de clash justement avec de ces profs-là en tant que chargé de cours. Et finalement, ça a fait que j'ai pas vraiment aimé mon expérience. J'ai aimé donner mes charges de cours, mais le côté, je veux dire, OK. bureaucratique de la chose, côté très, très organisationnel, il y a des clics aussi qui se font, il y a beaucoup de guerres d'idées, il y a des guerres de clochers. Enfin, j'ai vraiment pas aimé, donc je suis content de l'avoir fait, mais tu sais, si c'était juste pour donner des charges de cours puis être superviseur de stage, je l'aurais regretté. Finalement, je suis content de l'avoir fait juste pour, l'accomplissement de l'avoir fait, mais aussi pour le résultat de ce que j'ai fait. J'ai Mhm. pas l'impression qu'on a juste tabletté ce que j'ai fait, puis que c'était juste, j'ai fait une maîtrise pour en faire une. J'ai l'impression que j'ai quand même creusé des dossiers qui étaient Ouais. intéressants, puis je peux m'en servir encore 10 ans plus tard, parce qu'il y a rien qui a changé, ou presque, malheureusement. Puis, sais-tu peut-être ce petit côté-là? Ben, tu sais, moi, je suis un peu, mettons, rebelle. Il y en a qui vont peut-être rire de ça, mais tu sais, j'ai un petit peu un côté rebelle dans la vie. Est-ce que tu penses que tu as ce petit côté-là Mhm. aussi qui Moi, je suis peut-être a fait quelqu'un qui comme, aime chercher le le trouble un petit secondaire, c'est peu pour trop. moi. Ouais, ben Comment, je trouve pardon? qu'on a beaucoup de liberté, mais moi, je suis quelqu'un qui aime pousser les limites, qui aime aller au bout de l'élastique, qui aime chercher le trouble un petit peu, qui a pas peur de confronter. Puis, tu sais, ça m'a mis les pieds dans les plats à quelques reprises, mais ça fait partie de ma personnalité. Puis je me dis, si je le fais pas, il y a personne qui va le faire pour moi. Donc, j'aime mieux Ouais. faire quelque chose puis le regretter que de pas le faire. Donc, j'aime mieux aller à l'extrême, j'aime mieux, tu sais, vraiment essayer de faire tout mon possible pour faire ma job le mieux possible, même si des fois, je repousse la limite. Je repense encore, j'ai une anecdote, j'ai des élèves, ma première année d'enseignement, ils m'en reparlent encore, là, ça fait 16 ans, puis j'en ai recroisé, puis on parlait en géographie de secondaire 1 de production de nourriture animale, tu sais, les abattoirs et compagnie, puis je leur ai montré une vidéo de comment on fait de la chair à saucisse, puis comment on fait des saucisses, et ça les avait tellement traumatisés. J'avais eu des plaintes de parents parce que les Ah jeunes voulaient oui! plus manger de saucisses. Puis ça avait vraiment fait un espèce de mini scandale à ma première année. Puis, tu sais, je me suis rendu compte que sur le coup, ça avait l'air d'être une très bonne idée, mais que c'est là où tu apprends tes erreurs. Mais quand j'ai vu que les jeunes m'en reparlaient après 16 ans, je me suis dit, ben, tu sais, finalement, ça a peut-être marché. C'était peut-être un peu brutal comme façon de le montrer, mais c'est la réalité. C'est comme ça qu'on les faisait, les saucisses. Donc, si tu veux plus les Ben, manger, ben regarde, c'est que tu as appris la réalité, malheureusement. mais je pense comme toi, Joe. Moi, j'ai monté la fête du cochon de Pierre Perrault à un moment donné, qui pour moi, Pierre Perrault, c'est comme un incroyable de l'ONF, tu sais. J'avais Mhm. montré ça, comment tuer un cochon dans le temps. Ça criait beaucoup. Mais c'est ça. J'y ai réfléchi. J'ai pas eu de plainte, mais j'aurais pu moi aussi. Donc, je me disais, oh, palais, j'ai osé faire quelque chose. Ben, écoute, oui, c'est ça. Donc, toi, tu as fait ça. Puis ensuite, là, tu as été faire, là, tu enseignes l'histoire du 20e siècle. En fait, depuis à peu près 8 ans, J'ai hein, c'est ça? j'ai une grosse tâche cette année, Oui. vu qu'on est en OK. baisse de clientèle en secondaire 5 à mon école. On est quand même une grosse école, on est 1300 élèves, mais une petite cohorte de secondaire 5. En temps normal, je suis un prof de monde contemporain un bout à l'autre, là. Je suis à 100% en OK. monde contemporain. Depuis quelques années, on m'a rajouté de l'histoire de secondaire 3 pour combler ma tâche. Ouais. Et cette année, justement, dans le but de tasser l'histoire de secondaire 3 pour le remplacer par autre chose, j'ai monté, ben en fait, j'ai commencé la première année du programme d'histoire du 20e siècle, justement, puis mon objectif, ce serait d'avoir plus qu'un groupe pour faire, exemple, 80% monde contemporain, 20% histoire du 20e siècle, ou même peut-être ultimement 50-50, parce que les deux matières sont celles qui m'allument le plus, puis ça ressemble Hum. tellement à ce que je fais de toute façon sur les réseaux que c'est un complément. Souvent, ce que je fais en classe, je le présente sur mes pages, puis ce que je fais sur mes pages, je le présente en classe, donc je travaille pas en double, puis je trouve que ça me permet de toucher à beaucoup plus de sujets, et qu'ultimement, ça reste l'histoire, ma passion. Tu sais, j'aime parler d'actualité, parler de ce qui se passe dans le monde, mais l'histoire du 20e siècle, moi, c'est mon dada. Je dis souvent aux gens, je sais pas si tu le remarques aussi, en tant que prof d'univers social, on nous demande souvent c'est quoi notre spécialité. Tu sais, c'est quoi ton époque préférée, c'est quoi ci, c'est quoi ça. Puis moi, je me compare souvent à un médecin généraliste. Je suis pas expert dans rien,
mais je me passionne de tout. Donc, je suis capable de tout faire en histoire, mais je suis pas quelqu'un qui va être capable de te faire des thèses super pointues, sauf sur l'histoire du 20e siècle. Plus ça va, plus j'ai pas peur de dire que c'est un peu ma spécialité, entre parenthèses, que c'est pas juste Mhm. mon travail, là, je l'ai assez rodé, je l'ai assez étudié, je l'ai assez justement recherché pour dire, tu sais, je serais pas mal pris d'aller faire une discussion historique avec un grand historien puis de parler d'histoire du 20e siècle parce que c'est vraiment le sujet que je maîtrise le plus. Puis je pense que c'est un peu ça qui est le fun avec l'histoire, c'est que chacun a sa période différente, mais ce qui est plate, c'est que c'est pas nécessairement celle que tu vas enseigner, parce que dépendamment de ton ordre d'ancienneté, Ouais. dépendamment de différents facteurs, si tu vas enseigner la romanisation puis les Grecs, mais que t'as pas de poste en secondaire 1, tu l'enseigneras jamais. Donc, je suis content d'avoir finalement, après 16 ans, pu avoir cette opportunité-là. Mais Mm. je me la suis créée en même temps parce qu'avant que j'arrive, le cours n'existait pas. Donc, j'ai fait des démarches. Il a fallu que je fasse beaucoup de choses pour justement arriver à ce truc-là. Fait que j'ai l'impression que c'est un peu mon bébé présentement. Fait que j'essaie Mm. vraiment de faire le mieux que je peux pour qu'après ça se parle, qu'il y ait plus d'inscriptions l'année prochaine, et ainsi de suite. Donc, je me mets beaucoup de pression avec ça, mais les jeunes ont l'air à apprécier. Donc, c'est la bonne nouvelle. Mais en même temps, il y a tellement de contenu que on est rendu je sais pas si on peut briser l'espace-temps dans ton podcast. Là, on est le 7 avril aujourd'hui. Oui, Il me oui. reste encore beaucoup trop de stock. J'ai même pas fini la Deuxième Guerre mondiale, puis je suis censé me rendre en 1991. Donc, tu comprends qu'il me reste quand même 60 ans d'histoire ou presque en l'espace de 2 mois. Donc, ça va être à retravailler un petit peu pour l'année prochaine, probablement. Ton approche pédagogique, elle ressemble à quoi, tu sais, sans mettre un mot, là, socio-constructivisme ou quoi que ce soit, c'est quoi ton approche à toi, concrètement, disons? Moi, j'essaie d'avoir une approche ancrée sur la réalité des jeunes, de vraiment partir de leur vécu, leur connaissance, leur milieu, puis ensuite de les amener vers où je veux les amener, de pas arriver comme par en haut et d'imposer, mais à l'inverse, de partir du sol puis de monter vers où je veux les amener. Donc, quand j'utilise l'actualité, c'est une façon justement d'aller voir à quel point ils sont capables justement de se reconnaître dans ce que je présente, à quel point leur niveau justement d'intérêt aussi par rapport à tout ça. Donc, c'est un peu comme ça, mais c'est aussi d'une autre façon d'essayer pas de les provoquer, mais d'aller les faire réagir. Moi, mon but à chaque cours, c'est d'avoir des réactions parce que en secondaire 5, c'est quand même difficile. Les secondaires 5, souvent, sont très amorphes. On a l'impression qu'ils sont peut-être moins attentifs, moins intéressés, mais je pense que c'est juste une façade qui se donne, peut-être parce qu'ils commencent à en avoir assez de leur secondaire, mais c'est très peu réactif, contrairement à d'autres niveaux. Puis mon objectif, ben, c'est pas de les choquer nécessairement, mais c'est d'aller les chercher dans leur confort, d'aller chercher vraiment dans leur intérieur pour leur montrer des choses plus crues, plus brutes, mais Mhm. qui vont les faire allumer justement, qui vont leur faire prendre conscience de certaines choses. Ils sont Mais, très privilégiés, nos jeunes, mais ils savent pas. Donc, d'essayer d'aller leur montrer des oui. situations ailleurs dans le monde, des situations juste quelques années dans le passé. Donc, Peux-tu me donner comme un exemple de ça, d'un genre d'affaire que tu vas lancer, puis qui... ben, tu vois, cette semaine, on parlait des tarifs de Donald. Fait que moi, j'ai fait un lien avec les tarifs de Donald. On parlait de mondialisation. Donc, la mondialisation, c'est le contraire des tarifs de Donald. On s'ouvre sur le monde. Donald veut se refermer avec les tarifs. Puis je disais, avec la mondialisation, ce que ça permet, ben, c'est d'avoir des produits de moins bonne qualité, mais qui valent moins cher. Donc, si vous étiez présentement, exemple, au Bangladesh, vous travailleriez tous 60 heures par semaine à faire des t-shirts en ce moment. Mais là, vous êtes pogné pour m'entendre puis de m'endurer. Donc, si vous me trouvez plate, j'espère que vous souhaitez être dans une classe plate avec moi qu'à faire des t-shirts dans un sweatshop dans un pays du tiers-monde parce que ça a arrêté ça, votre réalité. Donc, des fois, les jeunes ne se rendent pas compte qu'ils sont chanceux malgré le... Puis là, je veux pas enlever leurs problèmes parce que nos jeunes ont d'autres sortes de problèmes. C'est Ouais. vraiment pas ça, mais c'est que des fois, quand on compare notre réalité avec celle des autres, si t'es un enfant ukrainien aujourd'hui qui sait pas s'il va pas aller à l'école parce qu'il y a une bombe qui est tombée dessus, ben peut-être que tu relativiseras un peu plus le fait que ton iPhone, sa batterie se décharge plus vite que d'habitude. Donc, c'est dans ce contexte-là d'essayer vraiment de les mettre face, pas à leur contradiction, mais face à d'autres réalités que la leur pour qu'ils se rendent compte que finalement, même si c'est loin d'être parfait, mais que c'est finalement pas si pire que ça. C'est qu'au final, quand on regarde la vue d'ensemble, on fait partie des privilégiés. Donc, vraiment, laisser le comparatif, ouais, se mettre dans les souliers des autres aussi, aller marcher dans les souliers de quelqu'un d'autre, c'est des choses que j'aime beaucoup leur faire faire pour justement qu'ils visualisent un peu plus le privilège et la chance qu'ils ont d'être en Amérique du Nord. Ce qui nous amène au sujet, le cœur finalement de cette rencontre-là, la situation actuelle, la situation mondiale actuelle qui,
Puis je pense qu'il faut vivre sur une autre planète pour pas se rendre compte de toutes les de ce qui se passe actuellement. Je veux dire, avec évidemment les tarifs de Donald Trump, avec les tensions qui nous font vivre toutes sortes de tensions, beaucoup d'anxiété aussi. Je ne cacherai pas que moi-même, quand je fais de l'actualité avec les jeunes, je suis confronté à ma propre anxiété. À travers tout ça, moi, comment j'enseigne ça, cette affaire-là? Parce que il y a énormément, il y a beaucoup, beaucoup de choses là-dedans qui sont totalement illogiques dans ce qui est proposé dans le Donald. Et illogique, émotif et dangereux en Tout à réalité. fait. Alors, moi, je voulais t'entendre là-dessus, à savoir, est-ce qu'on peut vraiment être neutre en tant que prof d'histoire? Est-ce qu'on doit l'être? Puis en même temps, est-ce que c'est vraiment possible de l'être? Tu Je sais? pense que c'est une belle utopie, que ça se place bien dans une discussion avec d'autres collègues pour montrer notre vertu, mais que dans les faits, c'est non seulement totalement impossible, mais inhumain. Si on était une intelligence artificielle ou un robot, peut-être qu'on pourrait tendre vers l'impartialité, mais même inconsciemment, on a des biais justement qui nous rendent partiaux, qui nous font prendre des partis pris que par le choix des sujets. Si on choisit de parler d'un tel sujet, déjà on brise notre impartialité. Donc pourquoi tu as pris un tel sujet au lieu d'un autre? C'est que inconsciemment, tes intérêts et tes goûts t'ont fait choisir ce sujet-là. Donc techniquement, c'est pas la neutralité qui parle, c'est ton intérêt personnel. Donc si tu as un intérêt, ça veut dire que techniquement, tu as une opinion, et si tu as une opinion, elle va forcément paraître, même si tu essaies du mieux que tu peux de la cacher ou de la laisser le plus neutre possible. Je pense que c'est impossible. C'est important de faire attention. Là, c'est pas de faire le contraire de ce que je dis, mais c'est d'être conscient que oui, c'est ce qu'on souhaite, c'est ce qu'on veut tous, mais qu'en réalité, c'est impossible parce qu'on est des êtres émotifs, on est des êtres qui sont très réactifs aussi, et que ça serait de fausser un peu aussi notre enseignement, de pas avoir cette humanité-là ou cet humanisme-là, de se dire que ça nous affecte, qu'on a une perception par rapport à ça. C'est un peu prendre les jeunes pour des idiots aussi. Les jeunes le savent, les jeunes sont conscients, les jeunes se doutent aussi, puis ils veulent pas qu'on leur compte de mentir, ils veulent qu'on les prenne pour des jeunes qui comprennent, des jeunes qui sont intelligents, et que si on commence à jouer cette game-là, j'ai l'impression que c'est un peu être hypocrite. Donc, il y a un juste milieu à trouver, mais il faut pas non plus essayer de le cacher à tout prix. À quelques exceptions près. Je pourrais te donner un exemple. Je vais jamais m'empêcher de critiquer Donald Trump. Je vais jamais m'empêcher de critiquer Vladimir Poutine. Mais quand on va parler de politique québécoise, là, je vais avoir un peu plus de neutralité, même, je dirais beaucoup plus de neutralité, parce que Ah oui? ça peut avoir un impact plus direct sur leur réalité. Tu sais, si je parle de Donald Trump, je pense pas que ça va les empêcher de voter aux prochaines élections, mais si je commençais à avoir un discours anti-CAQ ou autre en classe, j'ai l'impression que là, ça pourrait être problématique, parce que là, c'est mon influence en tant qu'adulte, en tant que prof, qui pourrait venir jouer. Et ça, j'essaie de faire attention. C'est sûr que à force de parler de ces sujets-là, ils doivent bien se douter de certains points, mais je vais jamais ouvertement parler ouvertement pour qui je vais voter, exemple, aux élections, Ouais. qu'est-ce qui se passe au niveau québécois. Fédéral, présentement, je trouve que c'est quand même assez particulier, parce qu'habituellement, j'aurais fait la même chose au fédéral. J'aurais présenté les partis, les candidats, sans trop donner mon opinion. Mais là, cette année, l'importance de l'élection fait que j'ai détourné un petit peu ma posture habituelle, parce que il y a clairement des candidats qui sont je vais dire, moins pire que d'autres, on pourrait dire comme ça, et que je m'en permets un peu plus. Mais c'est vraiment la première fois où, justement, je me laisse un peu plus aller, et j'ai l'impression que Donald Trump m'a dédouané tellement de discours que je me suis dit, ben, moi, je peux avoir aussi ce discours-là, puis de le rendre, je vais dire, pertinent, réfléchi, et surtout, qui est pas juste de la démagogie. Je veux dire, chaque chose qui va être dite va être basée sur des faits, des articles, de la réalité. Donc, c'est pas de travailler à détruire quelqu'un ou un parti, mais c'est vraiment d'informer les jeunes sur la réalité. Si on dit, exemple, un tiers des membres du Parti conservateur du Canada sont anti-avortement, c'est pas de la démagogie, c'est un fait, c'est prouvé, on a les stats, Voilà. on a tous les trucs. Donc, si tu veux voter conservateur, j'ai aucun problème avec ça, mais sache au moins pour qui et pourquoi tu vas voter. Et dans le fond, c'est un peu là où je trouve que notre devoir de neutralité est un peu sur la ligne, parce que c'est sûr que si tu cherches à dénoncer les différents partis, il y en a que tu vas trouver qu'il y a plus de facilité à dénoncer que d'autres. Donc, même si tu cherches à être impartial,
par tes choix, comme je disais tantôt, par tes sujets. Je trouve que c'est assez difficile, mais c'est sûr que c'est une belle vertu à vouloir essayer d'avoir. Mais moi, j'ai abandonné le projet depuis longtemps. Surtout que les jeunes savent ce que je fais sur les réseaux, puis que sur les réseaux, je m'en cache pas non plus. Mais C'est quand ça. même, je fais pas exprès. Je fais pas exprès en classe, puis je leur dis, si vous voyez ce que je fais à l'extérieur de la classe, c'est correct, mais j'irai jamais dire directement en classe ce que je vais écrire nécessairement sur Internet. Je vais essayer d'être un peu plus neutre dans ce que je dis, mais ils sont pas stupides non plus. Là. Est-ce qu'il y a des jeunes qui essaient de challenger un peu, parce que c'est un peu le propre de l'adolescent, de challenger un petit peu? Puis Surtout cette année. C'est l'année où j'ai été le plus challengé, justement, en début d'année, par des jeunes masculinistes pro-Trump. J'en avais quand même certains là, qui étaient très fiers de dire qu'ils étaient pro-Trump, qui portaient la calotte MAGA, qui défendaient Donald à chaque fois que j'en parlais. Et c'est aujourd'hui avec eux que j'ai les meilleures discussions. Et c'est surtout maintenant eux qui ont le plus changé leur discours parce qu'ils ont compris qu'ils se sont fait avoir. Ils ont tombé dans le piège, ils ont compris qu'ils ont été naïfs. Et j'ai l'impression que ça a tellement piqué leur orgueil qu'ils ont fait un 180 et que là, sont les premiers à venir me voir. Hey, regarde, Donald a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, ça n'a pas de bon sens, il faut qu'on fasse ci, qu'on fasse ça, et qui sont intéressés. Donc, le fait de les avoir challengés, de m'être fait challenger par eux, ça a créé un lien qu'on n'aurait peut-être même pas eu si c'était pas de ce sujet de Discord-là. Puis aujourd'hui, c'est avec eux que j'ai les plus belles discussions. Il y a des jeunes qui viennent me parler de sujet, puis je me dis, waouh, au début de l'année, j'avais l'impression que tu m'haïssais pour mourir, puis j'étais pas top fan de toi non plus. Puis là, aujourd'hui, t'es l'élève avec qui j'ai le plus de fun, puis je trouve que les discussions sont les plus brillantes. Donc, il y a eu du bon aussi qui en est sorti. Puis ça, c'est ce qui m'a le plus impressionné cette année. Le virage à 180 de plusieurs de ces jeunes-là, qui peut-être qu'en secret aiment encore ou veulent encore que ça continue. Mais il y en a beaucoup, je pense, qui ont compris que c'était peut-être un peu naïf de leur part de croire que tout allait bien se passer avec le retour de Donald. Et surtout qu'on est dans une région ressource, une région minière, les tarifs risquent de nous toucher. Peut-être que papa, maman va perdre son emploi. Donc là, ils voient qu'il y a du concret derrière tout ça. Et quand je disais que je voulais les rattacher à la réalité, c'est un peu ça. Regardez, là, on parle de problèmes dans le monde. La fonderie qu'on a ici ferme, s'il y a une mine qui ferme, tes parents perdent ton emploi. Ouais. C'est de la faute de Donald. Donc, si toi, tu étais pour Donald, ça veut dire que tu es pour que tes parents perdent leur job. Et là, on dirait que là, ça commence à faire leur effet parce qu'ils ne voient pas nécessairement les implications ou les liens avec eux. Pourquoi ce vieux monsieur-là aux États-Unis pour impacter ma vie? Ben, justement, je vais te donner des exemples. Et c'est ça qui fait que les discussions sont belles. Donc, ça a été assez spécial cette année, mais j'apprécie vraiment. Ça donne des discussions différentes. C'est confrontant, par exemple, d'avoir des discours un peu à la Andrew Tate / Donald Trump de jeunes qui ont vraiment l'air d'y croire et que tu dois quand même rester calme, posé et être capable de rationaliser tout ça. Je te dirais que des fois, j'ai perdu patience quand même, mais ultimement, je pense que ça a été bénéfique d'avoir eu ces discussions-là et ça a probablement eu un effet aussi sur le groupe de ceux qui auraient peut-être pas osé le dire, mais qui le pensaient quand même. T'sais. Et quand tu dis, oui, c'est ça, il faut rester calme parce que ça vient nous chercher, là, c'est dans les valeurs. Puis bien souvent, quand ils confrontent une valeur, ben, on réfléchit pas beaucoup, puis on répond tout de suite qu'on n'est pas d'accord ou on le montre qu'on n'est pas d'accord là, assez rapidement. Donc, chapeau pour ça parce que moi, je l'ai pas connu, les calottes, les discours, je l'ai eu un petit peu. Mais est-ce que tu es dans une grosse école? Est-ce que c'est une école on est quand même 1300 assez... environ, 1300, puis on est de 1 à 5. Donc, on est quand même... Ouais, on est la plus grosse école en Abitibi, donc c'est quand même, OK. assez important, mais c'était minime, mais quand même, c'était un 5-10%, un peu comme dans la société normale, je dirais. Puis souvent, quand tu creuses un petit peu, ben probablement que papa, maman pensaient la même chose, mais là, papa, maman va peut-être perdre son emploi, donc le discours revient à l'envers, donc il y a beaucoup de choses qui ont changé cette année, je pense. Il y a un avant et un après le 6 novembre, et si ça peut avoir amené du positif, c'est ce petit retour de cette lucidité-là chez les jeunes qui était peut-être un peu dans la politique spectacle. Ah, il est drôle, tu sais, il dit des choses qui n'ont pas d'allure, tu sais. Pour eux, c'était pratiquement un divertissement, là, c'était des vidéos TikTok, puis c'était ridicule, mais là, il y a un impact concret. Et on dirait que là, ils prennent conscience. Donc ça, c'est ma grosse réussite de cette année d'avoir été capable d'aller chercher ces jeunes-là puis d'avoir des aussi bonnes discussions avec eux autres. Est-ce que toi, tu as des échos de parents, des fois, qui sont pas d'accord, qui sont en secondaire 5, là, mais est-ce que ça arrive quand même, à quelques fois, j'ai même eu des problèmes en ligne avec des parents d'élèves que j'avais. J'ai même eu des gens qui ont voulu faire des plaintes parce qu'ils étaient pas d'accord avec ce que j'enseignais, parce que ça allait pas avec leurs idées. Surtout à l'époque de la pandémie, là, c'était le pire, mais
Donald Trump et la pandémie, je te dirais que c'est pas mal dans les sujets qui sont les plus controversés et qui font plus réagir. Et souvent, c'est les mêmes personnes qui réagissent. Ceux qui auraient réagi pour ce qui était de la pandémie réagissent pour Donald, mais j'ai jamais eu de menace de parents nécessairement. J'ai jamais eu de problème physique non plus. Ouais. Mais quand même, j'ai eu beaucoup d'accrochages. Mais habituellement, je suis capable de m'en sortir en leur montrant que dans le fond, je fais pas de lavage de cerveau. Moi, si votre jeune est revenu avec son opinion de ce que je lui ai dit, c'est peut-être parce qu'il trouvait que ça faisait du sens à quelque part, tu sais. Donc, au lieu de blâmer le prof, peut-être de comprendre que c'est peut-être un travail de réflexion que vous devriez faire vous autres aussi. Donc, souvent, ça amène d'autres questions plus que de confrontation. Ben c'est ça, en fait. C'est que notre job, je t'écoute, là, puis c'est ça, en fait. Notre job, c'est de soulever les faits. C'est simplement de dire les faits. Des fois, c'est pas toujours confortable de les dire, ces faits-là. Ça peut avoir des accrochages, effectivement, mais il faut pas... c'est ça, notre rôle, c'est de le faire. Puis si on veut aller plus loin, ben oui, il y a des conséquences de parents, d'élèves ou quoi que ce soit, mais en restant calme le plus possible, là, on est capable, j'imagine, hein, de pas aussi, peut-être, j'ai l'impression que ce que tu es capable de faire, c'est de pas confronter le jeune. Ça se peut-tu? Tu sais, souvent, je pense que ça pourrait être là le problème. Parce que souvent, c'est ce qu'ils cherchent. Les jeunes cherchent... Les jeunes, justement, qui arrivent avec des discours comme ça, cherchent la confrontation. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent te faire pogner les nerfs, ils veulent te choquer. Puis si tu leur donnes pas cette victoire-là, c'est ça qui vient les chercher. Donc, c'est dur, je te mentirais pas, c'est dur assez souvent de rester le plus calme possible, mais c'est la meilleure arme qu'on peut avoir justement contre les comportements plus extrêmes, plus dérangeants. Et ça va dans toutes les circonstances, là, pas juste dans ces sujets-là. Un prof calme qui réagit pas à une niaiserie, qui fait juste montrer un signe de dégoût ou d'immaturité, va avoir bien plus d'impact que si on se met à crier, puis à hurler, puis à leur crier des bêtises. Donc, je pense que c'est une vertu qu'on devrait essayer de travailler collectivement. Plus on reste calme, plus ça les déstabilise et plus ça désamorce souvent les situations. Ouais, ben c'est un peu. Moi, j'ai fait 2 ans en direction, vois-tu, puis c'était pas mal ça. Je te dirais, hein, c'est d'essayer ça, c'est un autre monde complètement, par exemple. Tu vois, moi, on me l'a offert à quelques reprises, puis je me suis rendu compte que non, c'était pas pour moi. J'aime trop mon travail encore de 1, mais de 2. Ce relationnel-là avec les parents, je pense que ça accrocherait, puis je serais pas à l'aise avec cette situation-là, donc... C'est un autre monde, effectivement, puis j'ai décidé de revenir, j'aime bien être avec les jeunes aussi. Donc, écoute, moi, après la discussion, je trouve que c'est plus clair dans ma tête un peu, même pour moi, puis je pense que ça va m'aider même, puis peut-être aider d'autres personnes aussi. Mais c'est rare qu'on parle publiquement et ouvertement de sujets comme ça, hein. Souvent, on pense à ça un peu dans nos trucs, on en parle un peu avec les collègues, mais tu sais, de prendre le temps de vraiment... Tu m'as posé la question, fait qu'il a fallu que j'y réfléchisse justement à tout ça, à comment je le voyais, puis juste de le verbaliser, ça m'a fait remettre en question certaines choses. Donc, il y a des choses que j'ai pensées, que finalement, je me suis rendu compte que ça peut être changé, que ça peut être amélioré. Donc, j'ai un peu fait d'analyse réflexive pour prendre des termes universitaires sur ma pratique, puis au final, je suis convaincu qu'il y a des choses qui vont changer parce que tu m'as forcé à me poser la question sur comment je le faisais, puis me rendre compte que finalement, il y a peut-être des choses qui... En fait, on peut toujours tout améliorer, là, ceux qui disent qu'ils ont tout vu, tout fait, et qui sont rendus parfaits, et qui n'ont plus besoin de rien, sont ceux probablement qui en auraient le plus besoin. Donc, j'aime beaucoup me remettre en question, puis surtout chercher à toujours améliorer aussi mes choses. Peut-être un peu trop perfectionniste même, mais je pense que c'est important de pas surfer sur nos années précédentes et toujours de chercher à trouver le petit kick, le petit plus qui va venir faire la différence pour justement, cultiver ton propre intérêt, là, si tu veux pas tomber dans une espèce de pilote automatique d'année en année. Il faut que tu trouves quand même des choses qui vont venir te motiver de chercher et aussi pour les jeunes de la même façon. Ben absolument. Je pense que c'est un peu la même chose pour moi, là. Je t'interviewe, mais en même temps, j'y pense aussi à cette approche-là. Puis, tu sais, la fameuse posture, là, c'est un mot de direction, mais tu sais, la posture qu'on peut avoir devant les jeunes puis en classe. Fait que, ben écoute, Jonathan, un gros merci pour ce moment de réflexion-là avec toi. C'est un grand plaisir. J'apprécie beaucoup. C'est réciproque, mon ami.